Please, Professor Pierre Juknu, you can start now, please. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais commencer par des remerciements aux organisateurs, bien sûr, Michel Espagne et Zhang Guang notamment, qui m'ont invité, et puis des excuses parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé une minute pour écouter les passionnantes interventions de ce colloque. J'espère me rattraper évidemment avec la publication, mais la charge de travail, je dirais même la surcharge de travail était telle ces dernières semaines que je n'ai pu que présenter, je ne peux que présenter à ce moment-là, donc aujourd'hui à cette heure-ci, quelques pistes de réflexion et non pas d'ailleurs le fruit d'une recherche académique très approfondie, en tout cas achevée. J'espère la prolonger et pouvoir la perfectionner au fil des semaines qui viennent. Mes hypothèses, je vais vous présenter d'abord mes hypothèses de départ et puis quelques grandes lignes de réflexion et m'intéresser à certains passeurs de la guerre entre la France et le Vietnam, entre le Vietnam et les États-Unis, et passeurs, je dirais, entre les rives du Pacifique et passeurs aussi entre, bien sûr, le passé et le présent, donc dans tous les sens de ce mot. La première hypothèse, c'est que l'historiographie française, et je m'exprime en français, pardonnez-moi, mais l'historiographie française des guerres au Vietnam, ou plutôt pour le Vietnam, comme l'a écrit Christopher Gauchat, a connu plusieurs étapes, plusieurs strates, on pourrait dire, qui sont intimement mêlées, me semble-t-il, aux mutations politiques, géopolitiques de l'environnement régional et international du Vietnam. Deuxième hypothèse de départ, c'est que la fréquentation, je dirais quasi anthropologique justement, du Vietnam et des Vietnamiens a durablement impacté la vision de ces passeurs français auxquels je vais m'intéresser. Quand j'utilise le terme de passeur, je renvoie non seulement à des historiens universitaires de métier, mais aussi à ceux qui ont fait vocation ou qui se sont intéressés beaucoup et qui ont développé des études historiques sans être nécessairement historiens de métier. Je pense à des journalistes et à des politistes en particulier, et autant d'intellectuels en tout cas qui ont tenté de comprendre les causes, les modalités et les conséquences de ce long cycle de guerre que le Vietnam avec ses voisins donc a connu. Alors je distinguerai peut-être provisoirement trois générations d'intellectuels, de ces intellectuels, de ces passeurs. La première, c'est bien sûr celle des pionniers et des médiateurs. Excuse me, Professor Pierre, do you have a slide you want to share to us? Non, je n'ai pas de diaporama. Hein. Ça fait partie des... Voilà. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, merci beaucoup. D'accord, le son est bon, là, ça va. Donc, la première génération, c'est celle des pionniers, des premiers médiateurs, justement, entre la France et le Vietnam, notamment, des intellectuels qui s'inscrivaient dans le système colonial et qui, se nomment Paul Mus, bien connu, qui a été d'ailleurs beaucoup étudié ces dernières années, Philippe de Villers et Bernard Fall pour les principaux. Je vais focaliser mon propos sur cette première génération aujourd'hui et en espérant faire une place aux suivantes dans la version écrite. La deuxième génération, pour en dire juste quelques mots dès à présent, que je qualifierais de génération militante ou génération 1968, c'est une génération qui est résolument tiers-mondiste, au sens du concept introduit par Alfred Sauvy en 1952, le tiers-monde, par allusion au tiers-État, à la Révolution française. Une génération qui adhère au Parti communiste français ou qui est sympathisante de ce parti ou dans sa version maoïste, le parti plus proche du Parti communiste chinois. C'est une génération qui soutient et qui documente aussi la résistance anti-américaine, comme on l'appelle à l'époque au Vietnam, qui va s'intéresser d'abord, avant tout, aux structures sociales, économiques et culturelles de cette résistance. Alors c'est Charles Fourniot, c'est Jean Chénault, Georges Boudared, Yves Lacoste, Pierre Brocheux, Daniel Emery,
Gérard Chaliand, Pierre-Richard Ferret et puis Alain Ruscio, pour en citer les principaux noms. Et puis la troisième génération, celle qu'on pourrait qualifier de génération 1989, de la chute du mur de Berlin, c'est la génération post-réunification, réunification du Vietnam, post-communiste d'une certaine manière. L'URSS et le monde communiste ont implosé. Elle est marquée, cette génération, par les puissants reflux de la vague communiste dans le monde, en Europe bien sûr, mais dans le monde, et la volonté de démystifier le rôle du Parti communiste vietnamien, de l'armée populaire du Vietnam, en affrontant des sujets tabous, même les heures sombres du régime qui vont être documentées par un certain nombre de mes collègues. D'ailleurs, je vois François Guillemot apparaître dans les petites fenêtres de cette visio, qui a beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur la guerre civile et la lutte entre les partis communistes et nationalistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Donc, je vais me concentrer dans les 10-15 minutes qui me restent sur la première génération, donc celle des pionniers, pour revenir un peu sur ces trois précurseurs, si je peux dire, Paul Mus, Philippe de Villers et Bernard Fall, qui est peut-être un peu moins connu en France. Donc sur trois figures qui ont pu faire l'objet d'études, je dirais, à différents moments de notre historiographie, en particulier depuis les années 2000, mais sur lesquels, il me semble, on peut encore travailler pour voir comment, pourquoi et comment ils ont pu influencer un public un petit peu plus élargi, qui ne se limite pas aux milieux spécialisés, mais aussi à des milieux d'expertise, des milieux aussi militaires, politico-militaires, on peut dire, et puis un plus large public qu'il conviendrait peut-être d'ailleurs de préciser ultérieurement. Donc, cette première génération, elle est contemporaine de la guerre d'Indochine, celle qu'on appelle chez nous la guerre d'Indochine, donc la guerre de 1945-1954. Elle ne va pas, elle en souffre de cette guerre, elle en souffre en son âme et conscience, mais elle ne va pas jusqu'à rejoindre les rangs des militants communistes, notamment, surtout communistes, qui, à partir du tournant des années 40-50, commencent à organiser un embryon de contestation contre cette guerre, tout au moins en France. C'est une génération qui s'inscrit dans le système colonial, qui n'en récuse pas nécessairement le principe ni l'architecture générale, mais en critique les contradictions, les excès et les violences, bien sûr. Ces premiers intellectuels français à s'intéresser à la guerre et à partager le fruit de leur réflexion, donc ce sont, je l'ai dit, Paul Mus, Philippe de Villers et Bernard Fall. Ils ont un point commun, ils ont même deux points communs qu'on peut souligner d'emblée. C'est d'abord une longue et régulière fréquentation du Vietnam, du nord au sud, de la plupart de ses habitants et des soldats aussi qui ont combattu, tant dans cette guerre française que dans la guerre américaine. Et puis, une audience, autre point commun à ces trois personnalités, une audience non négligeable aux États-Unis. C'est là où le terme de passeur n'est pas effectivement seulement entre la France et le Vietnam, mais aussi applicable aux deux rives de l'Atlantique, en l'occurrence la France et les États-Unis, qui ont, eux, comme point commun d'avoir effectivement conduit une guerre au Vietnam. Donc Paul Mus, pour dire quelques mots, bon, je ne serai pas très long sur lui parce qu'il est peut-être plus connu, il a été pas mal étudié par des historiens de ma génération ou un peu plus âgés, mais commencé par Christopher Gauchat et quelques autres. Donc je rappellerai juste quelques grandes lignes à son sujet. Bon, c'est un grand orientaliste qui est déjà très connu à l'époque de la guerre d'Indochine dans les milieux académiques pour ses travaux scientifiques sur le bouddhisme, les religions indiennes, le bouddhisme, etc. Donc, il se présente lui-même comme un vieux colonial. Il n'est pas un anti-colonialiste, mais même s'il va mettre ses compétences et ses talents au service d'une décolonisation progressive et pacifique. Peut-être son originalité, c'est d'avoir eu plus qu'un pied dans le milieu de
dans le milieu dans le processus de la décision, dans les milieux de responsables politiques et militaires de l'époque, dans les débuts de la guerre d'Indochine, ou juste avant, à ses débuts, en 1945, 46, 47 encore, on le trouve aux côtés notamment du général Leclerc, comme conseiller politique du général Leclerc, qui commande, vous le savez, qui est le commandant supérieur du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient, que le général de Gaulle envoie en Indochine en 1945 pour, souhaite-t-il en tout cas, rétablir la souveraineté française sur toute l'Indochine. Paul Mus est surtout connu pour un ouvrage qui va en partie influencer une génération d'intellectuels français et américains d'ailleurs, sur le Vietnam, qui est une sorte d'analyse sociologique de la guerre au Vietnam et qui contient des éléments extrêmement riches, mais sur lesquels en partie aussi critiqué aujourd'hui pour son aspect un peu culturaliste. Cet ouvrage fondateur, c'est Sociologie d'une guerre, qui paraît avant la fin de la guerre d'Indochine en 1952. Et il décrit dans cet ouvrage et dans d'autres travaux d'ailleurs qui ont précédé, c'est un peu un ouvrage de synthèse déjà, puisqu'il a écrit à plusieurs reprises dès 45 de longues notes, notamment pour les autorités politiques et militaires, mais aussi il a publié un certain nombre d'articles qui sont faciles à trouver encore aujourd'hui et dans lesquels il décrit cette perte d'équilibre intime, je cite, de cette génération en transition dressée en face des Français parmi les classes vietnamiennes aptes à commander et portées aux extrêmes par cette tension congénitale. Et je conclus la citation. C'est un comportement de nerveux, de grandes ressources de pensée et d'action sont en lui, mais nous nous y trompons bien souvent parce qu'une apparente annihilation, un suspens, joignant l'indécision mentale à une quasi-torpeur physique, sont pour ces tempéraments le signe d'une préparation à l'action explosive qui viendra. Donc, l'intérêt de Paul Mus, c'est d'inscrire l'événement, l'histoire événementielle sur le court terme dans une longue durée. Et c'est vrai que cette longue durée était inconnue des décideurs politiques et militaires français et bientôt américains qui vont avoir à prendre de graves décisions pour le Vietnam. Paul Mus a pensé les événements sur la longue durée, donc bien au-delà même de la défaite française de 1940, pour expliquer la prise de pouvoir du Parti communiste et du Viet Minh en particulier, donc en 1945. L'impact des guerres sino-japonaises de 1894, l'impact de la guerre russo-japonaise de 1904-1905 lui paraît être effectivement une des explications aussi de la montée en puissance du nationalisme catalysé par le Parti communiste vietnamien. Alors on le connaît, on associe spontanément Paul Mus au concept de mandat du ciel, puisque il explique que, je cite encore, le proscrit d'hier, il parle évidemment d'Ho Chi Minh, devenu soudain sur la scène internationale le chef du pays envers et contre tous, s'affirmait l'homme providentiel, marqué du sceau dans les formes classiques, du sceau SCEAU bien sûr en français. C'est la structure mentale du Vietnam tout entier qui devait fatalement étendre jusqu'au dernier village cette grande secousse. Tout était possible, voire inévitable dans ces campagnes, à partir du moment où la décision du ciel s'était manifestée de façon aussi irrécusable dans la capitale. Donc cette approche très culturaliste va être plus tard reprochée à Paul Mus, notamment dans un article de Laurent d'Artigue, mais ce concept de mandat du ciel va influencer assez profondément toute une génération d'intellectuels qui s'intéressent au Vietnam. La conclusion de Paul Mus dans cette courte période où il a été proche du pouvoir, proche des décideurs politiques et militaires, comme conseiller du général Leclerc, il la livre directement au général de Gaulle au début de l'année 1946, au terme d'un rapport qu'il commente en face à face avec le général de Gaulle, qui est encore au pouvoir. Eh bien, il lui dit désormais rien ne poussera plus en Indochine qui ne soit issu du sol même. La formule est intéressante, elle renvoie bien au thème du colloque
anthropologie, et effectivement, elle signifie l'ancrage à la fois historique et géographique, on pourrait dire tellurique, de la résistance vietnamienne face à la France. Paul Mus, on le sait, n'a pas été prophète en son pays, puisque le général de Gaulle d'abord, et puis les gouvernements qui ont succédé à celui du général de Gaulle ont pris les décisions inverses à celles, rigoureusement inverses à celles qu'il recommandait. Donc il s'est retranché, il est revenu à son métier d'enseignant, de professeur au Collège de France, où il a longtemps enseigné, et puis aux États-Unis, où il a assuré un séminaire régulier, semestre, à l'université de Yale. Et c'est ainsi qu'il a formé d'ailleurs une génération d'étudiants américains qui ont évidemment lu ses travaux, ses thèses, et qui ont tenté à leur tour d'influencer le cours de l'histoire à l'époque de la guerre du Vietnam. J'en viens au deuxième, Philippe de Villers, qui est un peu plus jeune, qui est né en 1920, et qui, lui, est un enquêteur infatigable. Il est journaliste de métier à l'origine, mais il va devenir un des meilleurs experts de l'Indochine, et même de l'Asie du Sud-Est d'ailleurs. Il va enseigner après la guerre d'Indochine, donc à ce qui deviendra Sciences Po Paris, et puis à la Sorbonne également, grâce à son amitié avec Jean-Baptiste Durosel. Donc il a tout un réseau lui aussi d'étudiants. Mais à l'époque qui nous intéresse, donc celle de la guerre d'Indochine, lui aussi va publier la même année d'ailleurs que Paul Mus, un ouvrage qui connaît un succès très important, peut-être plus encore que celui de Paul Mus. C'est l'histoire du Vietnam de 1940 à 1952. C'est un ouvrage qu'il publie en 1952, donc c'est vraiment un ouvrage d'histoire qu'on qualifie dans notre jargon historien d'histoire immédiate. On est dans l'histoire du temps très, très présent, très récent. Et c'est un ouvrage qui, rien qu'en 1952, se vend à 19 000 exemplaires, ce qui est pour un historien déjà un rêve en quelques mois. Donc, un ouvrage qui fait date, qui a le mérite de présenter une enquête très fouillée, une enquête historique, une enquête qui respecte la méthodologie de l'histoire, qui s'intéresse aux liens, aux causes, aux modalités, aux conséquences des événements auxquels il s'intéresse, et qui aboutit à la conclusion que l'indépendance du Vietnam est inéluctable, que c'est une conclusion à laquelle Philippe de Villers avait abouti d'ailleurs dès la première et grande défaite française de Cao Bang en 1950, en octobre 1950. Et puis surtout, il va plus loin dans l'analyse des responsabilités du début, des origines de la guerre. De ce point de vue-là, il s'est même fait une spécialité de l'expertise des origines de ce conflit, en révélant des documents qu'aucun Français et qu'aucun Vietnamien ne connaissait. À l'époque, en 1952, c'était des documents qui sont aujourd'hui connus parce qu'on a accès aux archives, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Et donc, il va pointer les responsabilités françaises dans le déclenchement de la guerre en 1946 de façon tout à fait nouvelle et audacieuse, et assez courageuse évidemment, puisque la plupart de ces responsables politiques et militaires sont encore aux commandes au moment où il écrit et publie cet ouvrage. Et il est lui-même d'ailleurs, il travaille lui-même pour les services du Premier ministre, donc il va démissionner le jour où il publie cet ouvrage. Par la suite, il va s'intéresser évidemment de très près aux origines de la guerre américaine, de la guerre dite du Vietnam. Et quand je dis américaine, c'est une mauvaise expression, parce qu'évidemment, elle concerne à la fois les Vietnamiens communistes et anticommunistes et neutralistes éventuellement, et les Américains, et leurs alliés qui, vous le savez, étaient assez nombreux, puisqu'on compte des Coréens, des Thaïlandais, des Philippins, etc., de manière assez notable. Donc, dans cette guerre dite du Vietnam, Philippe de Villers va, dès le début de la reprise, ou dans les premières années de la reprise de l'insurrection communiste au Sud, démontrer
que cette reprise d'insurrection elle est liée à la férocité, à la violence, à l'ampleur de la répression anticommuniste menée par le régime zioniste, à une époque où comment dire, une majorité peut-être dans l'opinion publique pense plutôt l'inverse. Hein. Donc là aussi, il s'inscrit en porte-à-faux, il prend le contre-pied de la tendance majoritaire dans ce monde anticommuniste qui est désormais bien ancré dans la bipolarisation de la vie internationale à l'époque de la guerre froide. Eh bien, il va assez courageusement, là encore, démontrer les origines de la guerre du Vietnam dans un article qui paraît d'ailleurs dans une revue américaine, China Quarterly, qui paraît en 1962, donc assez tôt, hein, avant l'américanisation massive de la guerre par Johnson en 1965. Donc on a un expert qui va effectivement commencer à avoir une audience certaine, non seulement en France, mais aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, aux États-Unis, d'une manière peut-être un peu différente de celle de Paul Mus, et moins auprès des étudiants, encore que plus tard, Philippe de Villiers fera des conférences dans le cadre du mouvement d'opposition à la guerre aux États-Unis. Donc il a lui aussi un contact, il y aura bientôt un contact privilégié avec le milieu étudiant, mais à l'époque que je décris, 62, 65, il est encore plutôt connu, il commence à être connu du moins des experts de la guerre au Vietnam, aux États-Unis, et des milieux, je dirais, politiques qui conseillent notamment le président des États-Unis dans la décision. Donc, Pierre, est-ce que vous pouvez oui, passer au troisième auteur? Je pense que vous avez prévu passer au troisième historien, et puis pour terminer, parce que le tout temps à est fait. dépassé. Voilà, merci. Absolument, désolé, j'avais pas vu l'heure, effectivement, en plus je retarde sur mon ordinateur. Donc le troisième, c'est Bernard Foll, et je vais l'aborder très vite. C'est un Français qui est né à Vienne, en l'occurrence, qui s'est distingué dans la résistance française, qui a un parcours assez incroyable, et qui découvre le Vietnam en 1953 grâce à une bourse Fulbright. Et lui aussi, donc, parcourt le Vietnam dans tous les sens, rencontre bien des Vietnamiens, de toutes obédiences d'ailleurs, et va se forger peu à peu une expertise de la guerre révolutionnaire, hein, de cette théorie sur laquelle Mao a beaucoup écrit, puis Ho Chi Minh, Giap et d'autres encore, et qui concentre l'attention de tous les stratèges de l'époque, de cette deuxième moitié des années 50 et première moitié des années 60. Il publie un premier ouvrage qui lui aussi fait date en 1956, Vietnam Regime, donc plutôt publié aux États-Unis, mais qui s'est traduit en France, et il va lui aussi développer une expertise qui sera très écoutée, très étudiée aux États-Unis, dans les cercles du pouvoir, dans les milieux des services de renseignement. Il sera beaucoup lu dans les services de renseignement, donc la CIA, etc., au Patagone aussi. Donc voilà, c'est un expert qui a une audience absolument très importante, qui a été un auteur prolixe, qui a écrit près de 200 articles et de nombreux ouvrages sur les guerres au Vietnam, et qui nourrit son expertise, hein, c'est là-dessus que je voulais vraiment insister, de nombreux séjours de terrain, pour lesquels d'ailleurs on le reconnaît très courageux, puisqu'il accompagne souvent des troupes au combat, et c'est dans ces conditions qu'il va disparaître en 1967, donc puisqu'il meurt en marchant sur une mine et en accompagnant une section américaine au combat. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, peut-être pour conclure, c'est que ces auteurs ont marqué la deuxième génération. Hein, je vais juste conclure sur cette génération, parce que
et je l'aborderai dans la version écrite plus longuement, mais on retrouve des intellectuels, des historiens en particulier, qui vont se spécialiser sur le Vietnam en général, et en particulier sur la guerre, cette fois-ci la guerre américaine. Ils sont nés un peu après les auteurs de la première génération, et ils tiennent compte de tout ce substrat déjà intellectuel qui existe pour aller plus loin peut-être, mais en allant plus loin dans une démarche très militante qui soutient très clairement la résistance vietnamienne, qui gomme aussi ces contradictions, qui gomme les pages sombres de l'histoire de cette résistance du Parti communiste vietnamien, etc. Mais qui va documenter sur le terrain également des choses tout à fait majeures. Donc, je pense, je vais citer 3 noms et sans aller plus loin dans l'explication. Je pense bien sûr à Charles Fourniot, qui va un des premiers s'intéresser à la guerre chimique au Vietnam dès 1962-63, c'est-à-dire quelques mois après son déclenchement par Kennedy au Sud-Vietnam. Je pense aussi au futur fondateur de l'école de géopolitique française qui est très connu, Yves Lacoste, géographe de métier, qui va documenter les bombardements américains en 72 sur les digues qui entourent Hanoï et qui protègent les crues, les inondations du fleuve Rouge. C'est tout un ensemble. Et entre les deux, on peut citer aussi Gérard Chalion, qui est également très connu sur les questions stratégiques et qui, lui, se rend au Vietnam en 1967 à la suite d'une mission de plusieurs mois qu'il fait dans les villages, auprès des paysans, etc. Il va écrire publier un ouvrage en 1968 sur les paysans au Nord-Vietnam, qui est tout à fait fondateur. Donc voilà, juste pour conclure, donc trois exemples d'intellectuels, d'historiens qui sont plus ou moins historiens, voilà, je l'ai précisé, mais en tout cas qui font œuvre d'historiens dans cette période de la guerre du Vietnam, et qui vont contribuer à mobiliser tout un mouvement d'opposition à la guerre au Vietnam, donc en France, et qui a aussi des connexions bien sûr au Vietnam et aux États-Unis. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Je serai, j'espère, un petit peu plus clair et plus complet dans la version écrite de ma présentation. Merci beaucoup Pierre Journeau pour votre intervention très riche d'informations et en tant que traductrice, il est difficile pour moi de résumer parce que tout est passionnant. Donc je me permets de traduire en vietnamien. Bài thuyết trình của giáo sư Pierre Journeau là về cái tầm quan trọng của Việt Nam và những người Việt Nam trong việc chuyển giao trong những cái chuyển động về cái ngành lịch sử của Pháp liên quan tới cuộc chiến tranh Đông Dương. Thì trước khi trình bày cái phần chính thì giáo sư có tóm tắt các cái thế hệ sử gia ở Pháp, thì gồm có 3 theo giáo sư thì giáo sư phân ra làm 3 thế hệ. Cái thế hệ đầu tiên là cái thế hệ như là như các nhân vật như Paul Mus, Pierre Devier hoặc là Bernard Fall, và cái là những người mà đã trực tiếp sống và trải qua cái thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Và cái thế hệ thứ hai thì là với các tác giả như là Pierre Brocheux, Daniel Emery, vân vân, thì họ là những người mà sống qua, thường là họ là những người mà đã tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp và đã ủng hộ chiến tranh Việt Nam cũng như ủng hộ cuộc kháng chiến. Và thế hệ thứ ba là những thế hệ sử gia như chính diễn giả Pierre Journeau hay là một số sử gia khác như François Guillemot hay là Christophe Bouchat. Họ là những người là có thể là gọi là cái thế hệ sau hậu gọi là cái gì nhỉ? Hậu chiến, vâng, thời kỳ hậu chiến ạ. Vâng. Và cái bài phân tích của giáo sư thì tập trung vào cái thế hệ thứ nhất, bởi vì thế hệ thứ nhất thì họ có cái ảnh hưởng, họ không những là cái người mà đã đưa ra những cái phân tích đầu tiên, nhưng mà họ có cái vai trò rất là quan trọng mà để cho những để
cho những thế hệ tiếp theo. Ông tập trung phân tích vào ba cái gương mặt chính, đó là Paul Musfier, Philippe de Vierre và Bernard Fall. Và ông Paul Mus thì đầu tiên được biết đến như là một nhà đông phương học, và ông có hiểu biết rất là sâu rộng về Phật giáo cũng như là các ngôn ngữ Ấn Độ, các tôn giáo Ấn Độ. Ông nghiên cứu rất là nhiều về ông cũng là một một chuyên gia về giải thuộc địa và đấu tranh về cái việc phi thuộc địa hóa theo con đường hòa bình, và cái tác phẩm tiêu biểu của ông mà nó mang tính chất là gọi là một cái tác phẩm nền tảng có ảnh hưởng rất sâu rộng, được xuất bản năm 1952, là có mang tên là Sociologie de la guerre, là tên bằng tiếng Pháp, và tên tiếng Việt tạm dịch là Xã hội học chiến tranh. Và trong cái cuốn này thì ông đã phân tích quan sát và phân tích các cái sự kiện và cái tầm ảnh hưởng của những cái sự kiện trong cái thời điểm hiện tại, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng trong tương lai và trong một cái quá trình lâu dài. Còn cái gương mặt thứ hai là Philippe Villiers, thì ông xuất phát điểm là một nhà báo và là một người một điều tra viên rất là cẩn mẫn, và sau đó thì ông đã trở thành giảng viên của trường đại học các khoa học chính trị, cũng như là trường đại học Sorbonne. Và cái tác phẩm tiêu biểu của ông chính là tác phẩm lịch sử Việt Nam 1945-1952. Và cái cuốn này thì đã là có một cái tiếng vang rất là lớn trong ngay khi mà nó được xuất bản, và cụ thể là 19.000 bản đã được bán chỉ trong vòng vài tháng. Và trong cái cuốn này thì ông đã làm một cái cuộc nghiên cứu lịch sử về các cái hậu quả của các cái sự kiện mà đang diễn ra, và ông tìm cách giải thích cái sự thất bại của người Pháp trong cái công cuộc khai hóa ở Việt Nam, trong cái công cuộc thuộc địa chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam. Và đồng thời ông cũng chỉ ra, ông đã khai thác và chỉ ra những cái nguồn tư liệu rất là quý giá mà ở cái thời điểm đó thì chưa ai được, tức là ông đã công bố, chưa ai đã biết được những cái nguồn tư liệu đấy, và dựa trên những nguồn tư liệu đó thì ông đã một cách rất là dũng cảm và thẳng thắn chỉ thẳng vào những cái trách nhiệm của người Pháp, những cái gần như là ông đấu tố người Pháp trong cái cuộc chiến tranh ở Đông Dương, đồng thời và cái cuộc và chuyển giao sang cái cuộc chiến tranh của Việt Nam, tức là người Pháp nghĩa là theo quốc tế thì gọi là chiến tranh Việt Nam, và cái tiếng Việt mình gọi là chiến tranh chống Mỹ đó. Thì ông cũng nêu bật ra những cái nguyên do dẫn đến cái cuộc chiến tranh này. Và cái phần cuối cùng thì là giáo sư chỉ còn thời gian để nói rất là ngắn gọn, giới thiệu về cái về sử gia thứ ba là ông Bernard Fall. Là ông ấy là người khác với cả hai nhà sử gia trên, họ là người Pháp, còn đây Bernard Fall là người Mỹ. Và ông khám phá Việt Nam muộn hơn hai sử gia kia, là khoảng kể từ năm 1953 là không. Nhưng mà khi mà ông đã biết tới Việt Nam thì ông đã đi khắp nơi ở Việt Nam và gặp gỡ rất là nhiều người, và ông sau đó thì ông đã xuất bản một cái tác phẩm rất là nổi tiếng là Hai Việt Nam, tức là Two Việt Nam, và để nói về, và trong đó thì ông phân tích về và quan sát hai cái phần của Việt Nam trong thời kỳ đó là Việt Nam miền Nam và miền Nam miền Bắc. Và ngoài ra ông còn viết rất là nhiều các cái bài báo về Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam, có thể tính đến là khoảng 200 bài báo. Và một cái kết luận chung mà rất là ngắn gọn cho cái bài phân tích này thì ông nhấn mạnh cái vai trò của ba sử gia tiên phong trong cái vai trò của họ đối với cả trực tiếp nó ảnh hưởng đến cái phương pháp luận cũng như là cái cách và trong nghiên cứu và những cái kết quả nghiên cứu của cái thế hệ thứ hai và một cách gián tiếp hơn cho thế hệ sử gia thứ ba. Xin cảm ơn.